John Maxwell, un milliardaire américain dans la cinquantaine, vivait dans une cage dorée. La presse occidentale le portait au nu comme le gardien des clés du futur, avec son empire dans le domaine de la technologie et de l'énergie propre, mais peu de gens savaient que dans cet avenir qu'il tenait entre ses mains, il n'y avait aucune place pour la tranquillité. Dans son pays natal, chacun de ses pas était accompagné par une forteresse mobile composée de dizaines de gardes du corps en costume noir, avec des oreillettes et des yeux froids comme des lames de rasoir, scannant chaque personne, chaque coin de rue. Sa vie était une suite sans fin de vigilance, même dans son sommeil. Il n'osait jamais se détendre totalement. Cependant, un seul voyage d'affaires fortuit en France, un pays qu'il se représentait à travers le prisme du passé, arrogant, chaotique et bureaucratique, a tout changé. D'une assiette de bœuf bourguignon dans un petit bistrot de quartier, un portefeuille intact qu'on lui a rendu, jusqu'au sourire sincère d'un étudiant, le cœur du milliardaire s'est mis à battre à un rythme qu'il croyait oublié depuis longtemps. À la fin, il fut lui-même contraint de s'exclamer « La France est le pays le plus sûr et le plus heureux du monde ». Ce récit nous conduira avec lui sur le chemin allant de l'anxiété permanente à la sérénité qu'il a trouvée sur cette terre. Le jet privé atterrit à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle par une matinée ensoleillée. John Maxwell restait assis droit, regardant par le hublot, son esprit encore habité par les stéréotypes d'un pays désordonné et perpétuellement en grève. Mais dès qu'il descendit la passerelle, la toute première scène le figea sur place. L'aéroport était spacieux. Le flux de personnes était dense mais fluide. Tous attendaient poliment dans les files pour le contrôle. Aucune bousculade ni pression. Les agents de la police aux frontières en uniforme, au visage sérieux mais courtois, faisaient leur travail avec efficacité. Une voiture de luxe avec la délégation quitta l'aéroport et roula sur la large autoroute. Des deux côtés de la route, des complexes résidentiels et des bâtiments industriels alternaient avec des parcs verdoyants s'étendant jusqu'à l'horizon. Il se demanda involontairement s'il ne s'était pas trompé. Lorsque la voiture entra dans le centre de Paris, un flux infini d'automobiles apparut devant lui, bouillonnant mais obéissant à un rythme étrange. Soudain, juste sous leurs yeux, un petit accrochage se produisit. Deux voitures se heurtèrent légèrement. Le cœur de John se serra, son instinct lui soufflant que maintenant une dispute allait éclater, voire une bagarre, comme cela arrive souvent dans son pays. L'un des gardes du corps avait déjà ouvert la porte, prêt à intervenir. Mais ce qui se passa ensuite laissa toute la délégation stupéfaite. Deux hommes sortirent des voitures, époussetèrent leurs vêtements. Ils se regardèrent et éclatèrent de rire. L'un tapota l'épaule de l'autre, prononça quelques phrases brèves. Des passants s'arrêtèrent pour aider. Un jeune homme aida à examiner le pare-choc. Une dame âgée ramassa un sac tombé du siège. Aucun cri, aucune insulte. Quelques minutes plus tard, ils se serrèrent la main et se fondirent à nouveau dans le flux des voitures. John restait immobile, un sentiment indescriptible montant dans son âme. Il murmura « Chez moi, l'affaire aurait sûrement fini par l'appel de la police et des avocats. Et ici, une simple poignée de main. » La voiture s'arrêta devant un luxueux hôtel 5 étoiles. Lorsqu'il sortit, les gardes du corps se déployèrent immédiatement, créant un cordon de sécurité. Les regards curieux des passants dans la rue se fixèrent sur lui. Pour la première fois, John sentit que leur présence n'apportait pas de sécurité, mais créait une sensation d'aliénation et d'isolement. Cette nuit-là, allongé sur un lit moelleux, il ne put trouver le sommeil. L'image de la poignée de main après l'accident et les regards bienveillants dans la rue ne quittaient pas son esprit. Dans sa conscience, une grande question se dessinait progressivement. S'était-il trompé au sujet de ce pays? Le lendemain matin, John avait une réunion avec Antoine Duvivier, le jeune directeur de la société Tech Numérique. Le bâtiment du siège était moderne,
n'ayant rien à envier aux grandes corporations de New York. Dans la salle de réunion avec M. Duvivier, il n'y avait que son assistante et une secrétaire. Aucun garde du corps. John demanda avec surprise. « Monsieur Duvivier, vous n'avez pas besoin de sécurité ici? » Monsieur Duvivier sourit calmement. « En France, nous croyons en la sécurité qu'offre la société. Les gens sont conviviaux et nous avons rarement besoin de garde du corps, sauf peut-être pour les stars de la chanson afin d'échapper aux fans. » Cette réponse laissa John sans voix. La réunion se déroula de manière professionnelle. Les projets dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'énergie propre présentés par Tech Numérique le frappèrent par leur vision pour une entreprise française. Cependant, sa méfiance intérieure n'avait pas encore totalement disparu. Le soir, alors qu'il attendait l'ascenseur, une petite fille, tirant sa maman par la jupe, demanda naïvement « Maman, pourquoi ce monsieur a autant de gens partout avec lui? Est-ce que c'est un chanteur connu? » John entendit tout distinctement. Son visage s'empourpra, non pas de colère, mais de honte. Toutes ces années, il était fier de ses gardes du corps comme symbole de pouvoir, mais aux yeux d'une enfant française, il ressemblait simplement à un artiste essayant d'attirer l'attention. Ces mots, comme un petit couteau, touchèrent de l'épaisse armure qu'il avait construite si longtemps. Cette nuit-là, sur l'invitation de M. Duvivier, John décida de sortir se promener. Le jardin du Luxembourg brillait de lumière, les quais de Seine étaient animés. Il s'assit sur un banc, commanda un diabolo menthe. Le goût frais, sucré avec une légère acidité, ne ressemblait en rien au café qu'il buvait d'habitude. Il voyait des personnes âgées jouer aux échecs ou à la pétanque, des groupes d'étudiants rire joyeusement sans être accompagnés de parents. Un étrange sentiment d'apaisement, qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps, commença à pénétrer son âme. Le lendemain matin, M. Duvivier invita John à prendre le petit déjeuner dans un bistrot renommé situé dans une petite ruelle. De la cuisine s'échappait de la vapeur, les gens étaient assis serrés les uns contre les autres à des tables simples, mangeant et discutant avec animation. Pour la première fois de sa vie, le milliardaire entra dans un établissement aussi simple. On lui apporta une assiette de bœuf bourguignon mijoté, dégageant un arôme exquis. Il goûta la première bouchée de sauce, et le goût tendre et riche se répandit dans son corps, provoquant un étrange sentiment de simplicité et de proximité. Alors qu'il mangeait, un cri effrayé retentit. Un jeune homme tentait d'arracher le sac d'une femme sortant de l'établissement. John se tendit immédiatement, mais en un clin d'œil, tout le monde dans le bistrot se leva comme un seul homme. Un homme de la table voisine se jeta en avant et attrapa le voleur. Un autre jeune garçon lui bloqua le passage. Le patron cria fort en appelant la police. Quelques minutes plus tard, 2 gendarmes apparurent et maîtrisèrent rapidement le criminel. Tout se passa avec précision et efficacité. Les gens retournèrent à leur table et continuèrent leur petit déjeuner, comme si de rien n'était. M. Duvivier dit calmement « Voyez-vous, chez nous c'est comme ça. Les gens aident toujours. » John se figea. Les derniers vestiges de ses préjugés s'effondrèrent complètement. Ce jour-là, sur le chemin de l'hôtel, il décida d'essayer de marcher seul, sans garde du corps. Il voulait se fondre dans la foule, ressentir lui-même cette tranquillité. Mais après seulement quelques virages, il comprit qu'il s'était perdu. Debout à un carrefour animé, il regardait autour de lui avec désarroi. À ce moment-là, un jeune homme sur un vieux vélo s'arrêta à côté. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda-t-il dans un anglais hésitant. Il se présenta comme Lucas, un étudiant. Apprenant que John était perdu, Lucas lui fit signe de monter sur le porte-bagages. Le vieux vélo roula à travers les ruelles du vieux Paris. Le vent ébouriffait ses cheveux, apportant avec lui l'arôme des tilleuls en fleurs et des pâtisseries fraîches. Cette sensation ramena John à son enfance insouciante. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel, John sortit son portefeuille pour le remercier. Mais Lucas agita les mains et dit avec un large sourire «
Ce n'est pas nécessaire. Bienvenue en France. John resta figé avec son portefeuille ouvert à la main. L'aide désintéressée, la pure bonté réchauffèrent son cœur endurci. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, John Maxwell dormit d'un sommeil profond, sans cauchemar et sans garde du corps derrière la porte. Le jour suivant, en achetant des souvenirs, John oublia accidentellement son portefeuille sur le comptoir d'un café. Il ne découvrit la perte qu'une fois rentré à l'hôtel. Son visage pâlit, son cœur se mit à battre la chamade. Les pires pensées lui montèrent à la tête. « Voilà, c'est fini », murmura-t-il. La vérité finit par éclater. La France est comme tous les autres. La confiance fragile qui venait de naître en lui semblait avoir été éteinte. Cependant, un peu plus d'1 heure plus tard, le réceptionniste de l'hôtel l'informa que quelqu'un du commissariat de quartier était venu pour lui. Sur le bureau se trouvait son portefeuille familier. Un jeune policier sourit. « Le café nous a signalé votre oubli. S'il vous plaît, vérifiez que tout est là. » John ouvrit le portefeuille de ses mains tremblantes. L'argent liquide, les cartes de crédit, les documents, tout était là, jusqu'au dernier centime. Il leva les yeux vers le policier. Son regard brillait, et il chuchota. « Mon Dieu, je me suis tellement trompé. » Le sentiment de stupeur, d'émotion et de soulagement était si fort qu'il avait envie de pleurer. Il serra fort le portefeuille, comprenant que la véritable sécurité ne réside pas dans les gardes du corps en costume noir, mais dans l'honnêteté et la bonté des gens simples. À cet instant précis, il appela sa sécurité et dit calmement, « À partir d'aujourd'hui, seules 2 personnes m'accompagneront. Les autres peuvent se reposer. » Ce soir-là, les gens virent le milliardaire américain assis à la terrasse d'un café dans un parc, à côté de personnes âgées jouant passionnément aux échecs. Il buvait un thé glacé et ressentait un apaisement jamais vu auparavant. Lors de la dernière réunion, au lieu de simplement signer un petit contrat, John Maxwell prit une décision qui provoqua un choc. « Je ne veux pas m'arrêter là. Je veux construire en France un centre de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'énergie propre. Je suis venu ici à la recherche d'opportunités d'affaires, mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux, un endroit où les gens vivent en sécurité et heureux. Je veux faire partie de cela. » Le jour de son départ de France, alors que l'avion prenait de l'altitude, John regardait la ville qui s'éloignait en bas et murmurait. « Ce n'est pas juste un endroit où je fais des affaires, c'est un endroit qui m'a appris à vivre. » De retour à New York, la tension habituelle l'envahit aussitôt. Les sirènes de police, les nouvelles sur les cambriolages. Et l'équipe de garde du corps l'entourèrent à nouveau. Au dîner, il raconta à sa femme et à ses enfants son voyage, les gens et les histoires qui avaient complètement changé sa vision du monde. Un après-midi, il prit la main de sa femme, Elisabeth, et dit « J'ai vécu toute ma vie dans l'anxiété, mais en France, j'ai vraiment vécu. Je veux que pour nos vieux jours, nous vivions là-bas. » John Maxwell a vécu presque la moitié de sa vie dans une vigilance constante, croyant que l'argent et les hauts murs assureraient de la sécurité. Mais c'est précisément en France, dans un lieu dont il n'attendait rien, qu'il a trouvé la paix véritable. Il a compris que la plus grande richesse ne réside pas dans un compte en banque, mais dans une société qui sait aimer, où chaque personne se sent en sécurité et appréciée. Et peut-être, quiconque entendra cette histoire conviendra que la France n'est pas juste un pays, mais un foyer où vivent l'humanité et la tranquillité.